Thank you so much to both of you. It's really important also to share across borders the examples of what is being done, and I think that's also really what Change Now is about, is that collective intelligence, and we've seen already during the day all the connections that it's making and all the new projects that are going to arise from that day. I'm really, really excited about that. We're now going to get onto our pitch sessions. So we have, thanks to our amazing reading committee, that is Eleanor Gate from l'Observatoire de la Fiction, Juliette from CUT, Juliette Vigoureux from CUT Cinémanie pour la Transition, et Doran Kosser from Climate Spring. We selected the best pitches. We received more than 50 projects, and we're going to see the 6 best scenarios that we received that we think integrate totally those new narratives within their stories. So I'm going to introduce you to our jury tonight. So we have Vanessa Jean from Dai Films Studio TF1, Aurélie Guénaud from Netflix, and Alex Lebras from Canal+. And we're going to start our pitch session with Anne Loriot. I'm sorry, also we're going to do that pitch session in French because it's already a really hard exercise for the pitches, so we didn't want to make it harder for them. So I'm really sorry if you're English speaking, but the pitch scenario is going to be in French. Donc nous avons Anne Loriot, qui après avoir réalisé des documentaires, elle s'est lancée dans l'écriture de fiction en 2017, et puis à partir de 2024 dans la réalisation. Son 3e court-métrage, un conte-comédie engagé pour la protection des arbres, est en développement à Marseille et préacheté par France Télévisions. Elle vient nous présenter Francine Forever. Bonjour. Francine Forever est une comédie de 90 minutes lauréate du Festival Atmosphère. Je l'ai développée lors de la résidence d'écriture du Ciné Comedy Lab, puis présentée au Festival international de comédie de Liège, grâce auquel le projet est en train d'obtenir sa première aide à l'écriture. Le projet est en développement avec Stéphane Lust et le studio Légion à Bruxelles, et nous serions ravis de rencontrer nos futurs partenaires ici. En France, les personnes de plus de 60 ans représentent plus d'une personne sur 4. En 2030, elles représenteront une personne sur 3. Alors pour vous, quel sera le plan? Comment vous imaginez vieillir? Pour moi, ça sera rebelle et extraverti, plus que jamais protopiste, voire utopiste. J'imagine une vieillesse à contresens, une transformation pour le meilleur, et celle-ci est au cœur de Francine Forever, dans une ambiance « ta grand-mère la punk ». Enfin, au début du film, la protagoniste, Francine, 75 ans, est plutôt une grand-mère traditionnelle dans sa version zombie. Veuve dépressive depuis la mort de son mari, elle vit recluse dans sa passoire énergétique de maison avec son vieux chat Oscar. Mais le monde de Francine s'effondre lorsqu'elle découvre que sa maison, le nid de tous ses souvenirs et de tout ce qui lui reste, et son quartier, vont être rasés pour la construction de l'Oasis, un parc aquatique prétendument écologique. Francine est au bout du roule. Elle en fait des cauchemars. Elle se voit dormir sous un pont avec son chat au poil hirsute et entourée de rats qui éventrent des poubelles. Mais comment peut-elle se désinvisibiliser à 75 ans passés pour faire entendre sa voix? Déterminée à lutter contre l'expropriation et soutenue par sa petite fille Mia, Francine n'a d'autre choix que de se rebeller avec véhémence. Enfin, au départ, c'est plutôt avec beaucoup de maladresse. Mais à force de persévérance, elle révèle progressivement son potentiel insoupçonné pour l'activisme décomplexé et découvre que l'Oasis est en fait très polluant. Francine ose alors toutes les excentricités pour contrer le projet, du graffiti sur la mairie au live sur TikTok en passant par la garde à vue. Elle crée le buzz jusqu'à devenir un phénomène. La Camille Etienne du 3e âge. Francine passe alors du statut de mémé à mème. Elle soulève les foules et ose toutes les protestations jusqu'à obtenir l'annulation du projet. À la place de la fake oasis, elle donne vie à un paradis, un éco-hameau avec un jardin-forêt et des petites maisons autonomes. Francine a maintenant un nouveau motto. Les grands-mères sages vont au ciel, les autres déchirent tout pour aider les nouvelles générations. Francine Forever est une comédie d'autrice populaire, grand public,
pop et coloré. Le ton est joyeux, loufoque, décalé et le rythme soutenu, inspiré par la screwball comédie américaine, dans une version contemporaine, avec une protagoniste déjouant les codes du glamour. Un mix entre Certain Lame Show de Billy Wilder et Absolutely Fabulous, la série phare de mon adolescence. Depuis 2017, tous mes projets de films, de séries vibrent au même diapason. Faire vivre des mues écologiques avec une pincée de rom-com dans des comédies green et feel good. J'ai aussi un objectif clandestin, parler à celles et ceux qui regardent ailleurs. C'est pour ça que j'écris principalement des comédies. Je suis convaincue que la puissance de nouveaux imaginaires peut faire changer le monde. Alors je nous souhaite à toutes et tous de nous rebeller car c'est le moment ou jamais. Et si devenir activiste était le nouvel élixir de jeunesse? Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne pour ce pitch. Maintenant, nous allons accueillir un duo sur scène composé de Quentin et Laura. Quentin et Laura se sont rencontrés en résidence d'écriture sur d'autres projets et ils ont décidé de partir en écriture ensemble sur un projet qui les réunit tous les deux, un sujet sociétal et engagé, l'amour de la nature, du drame, de la comédie et les années 80. Pour ce projet Les Faucons, ils ont une première version de Bible qui leur tarde de partager avec les productrices et diffuseurs et leur pitch va sûrement piquer votre curiosité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paris, fin des années 80. Dans une rue, un homme, la cinquantaine, échange avec un groupe de jeunes visiblement défavorisés. Il porte une veste en cuir noir, des grosses bagouzes aux doigts, genre tête de mort, et il a une gouaille particulière. Mais les jeunes semblent en confiance et échangent avec lui sereinement. Soudain, la police arrive. Toute sirène hurlante. C'est une rafle brutale. Les jeunes sont embarqués et l'homme au cuir aussi. Un peu plus tard, au commissariat, l'homme est interrogé. Il s'appelle Père Gabriel Fauconnier. Oui, cet homme, aux allures de loupard et qui jure à toutes les phrases, est un homme d'église. Et c'est pas tous les jours qu'on entend à l'homélie un curé nous dire un « va te faire foutre mon fils ». C'est pas la première fois que le père Fauconnier a une altercation de ce type avec les forces de police. En réalité, elle sabote très régulièrement son travail de proximité avec les jeunes du quartier. Mais cette fois, c'est la fois de trop. En quittant le commissariat, le père Fauconnier prend une décision radicale. Il quitte Paris et part très loin dans les montagnes, monter un refuge pour jeunes délinquants mineurs. C'est le point de départ de notre série 4x52, Les Faucons. Allô, ça va mieux? Cette histoire s'inspire d'une histoire vraie, celle du père Guy Gilbert, plus connu sous le nom de curé des Loubards. Une figure médiatique importante dans les années 80, 90, 2000. Les plus anciens dans la salle se souviennent peut-être de lui. Et le refuge qu'il a créé dans une bergerie des Alpes du Sud existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, son fonctionnement est pleinement intégré au système judiciaire français. À la bergerie, pas de barreaux. Les jeunes, en gros, se reconstruisent en travaillant la terre et en prenant soin d'animaux de ferme. C'est ce qu'on appelle la zoothérapie. Ils sont d'abord 3 jeunes à intégrer cette bergerie. Il y a d'abord Rico, qui est un petit caïd intelligent mais imprévisible, un peu kleptomane sur les bords. On a aussi Jean, qui est un fugueur chronique. Mathieu, qui ne dialogue qu'avec ses poings. Et Momo, qui va vite les rejoindre, qui est un peu plus âgé, qui est un garçon mutique et qui, lui, va tout faire pour éviter la prison. Bref, vous l'aurez compris, ils ont tous des passés un peu compliqués. Et on a beau être dans une bergerie, ils ne sont pas vraiment des petites brebis sans défense. Fauconnier les appelle d'ailleurs, c'est Faucons, le titre de la série. Mais alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des mecs, il y a aussi un personnage féminin qui rapidement fait son entrée en jeu. Et c'est Joëlle, une habitante du village, qui va devenir une figure maternelle pour ces jeunes et qui va leur apporter quelque chose qu'ils finalement ils n'ont jamais connu, c'est-à-dire de l'attention. Et c'est pas le seul personnage féminin de la série, vous vous en doutez, tout le monde n'est pas ravi. Dans le village voisin, on regarde d'un mauvais œil l'arrivée de ce centre pour voyous, en particulier Claudine Vassal, 35 ans, la mère du village,
Fatalement, le projet divise, les tensions montent, les institutions menacent de l'interdire et les fidèles paroissiens désertent leur église. Alors évidemment, là, en 4 minutes, on n'a pas le temps de tout vous expliquer, de tout vous dire, mais oui, il va y avoir des péripéties, oui, il va y avoir des rebondissements. Autour de cette question, est-ce que la bergerie, menacée de toutes parts, va pouvoir continuer d'exister? Il y a bien sûr des intrigues secondaires, autour notamment du destin individuel de chacun de ces jeunes, et puis aussi, par exemple, la relation qu'entretient le père Fauconnier avec son propre père. Alors oui, certains esprits mal intentionnés pourraient résumer la série comme un homme blanc cinquantenaire, un homme d'église qui réunit des mineurs dans un lieu isolé. Rassurez-vous, on a un petit peu creusé la question, et puis de toute façon, cette série, ça reste une fiction. L'homme qu'on met en scène, nous, notre personnage, le père Fauconnier, c'est un homme qui n'est ni un saint ni un gourou. C'est un homme cabossé, c'est un homme cabossé, mais ça fait pas 4 minutes. Un homme cabossé qui doute et qui se rend compte qu'il ne sauvera peut-être personne. Mais spoiler alerte, il en sauvera quand même pas mal. Et pour finir, donc, Les Faucons, c'est une série sur la réconciliation, une série qui raconte comment parfois le simple fait de prendre soin du vivant peut changer une trajectoire humaine. Une dramédie rurale, touchante et drôle, portée par un personnage haut en couleur et hors norme. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer au prochain projet avec Léo, qui après un court-métrage diffusé par Canal+, est primé et sélectionné dans plus de 40 festivals, dont Clermont-Ferrand ou Berlin. Il passe au format long. Il développe bientôt depuis 2 ans un projet de mini-série lauréate du CNC Faya et de la Bourse Beaumarchais SACD Bleu Glace, ainsi qu'un long-métrage, Lou et les arbres, qu'il vous présente aujourd'hui avec Basile Vincent. Bonjour. Alors devant ma maison familiale en Provence, il y a un très bel olivier auquel on tient beaucoup, à tel point que l'été où j'ai perdu mon père, on a décidé de mêler ses cendres à la terre de cet arbre. Et en fait, depuis, j'ai jamais pu m'empêcher de le personnifier, cet olivier, de voir un peu dans la forme de ses branches une silhouette parfois humaine. Et ça a été le point de départ de mon film Lou et les arbres. Lou, c'est une jeune étudiante en biologie très brillante et elle termine une thèse sur les greffes végétales. En fait, pour soigner certaines maladies d'arbres, elle va greffer des bourgeons d'autres espèces et grâce à cette hybridité, les maladies vont être guéries. Lou, elle vit sur le campus de la fac, mais cet été-là, elle est obligée de rentrer dans l'oliveraie de son père où elle a grandi. Et elle y passe plusieurs semaines malgré le fait qu'elle et son père y soient un peu en froid, parce qu'il y a un virus qui touche les arbres, qui est en train d'inhiber la floraison et qui menace donc la récolte. Alors, elle passe plusieurs semaines avec Jacques, alors qu'ils sont en froid. Elle va greffer les arbres grâce à son protocole, et ça va marcher peu à peu. Elle va parvenir à sauver la récolte. Sauf que ce faisant, elle va découvrir que son père aussi est touché par ce virus. Ce virus, sur lui, ça se matérialise par une sorte de mélanome sur la poitrine, un cancer de la peau qui ressemble au chancre des arbres. Et évidemment, Jacques, il refuse de se faire soigner, il ne veut pas se faire hospitaliser, il veut encore moins entendre parler de chimiothérapie. Et donc son état se dégrade rapidement, à tel point que Lou, en le voyant être à l'agonie, elle va franchir le cap, faire ce geste fou, d'appliquer sur lui ses greffes végétales. En fait, elle va greffer les bourgeons sauvages, comme elle le faisait pour les oliviers, dans sa poitrine malade. Et évidemment, les jours suivants, ça prend. Son père, peu à peu, ça la dépasse complètement, mais Jacques, il se végétalise. Et donc, Lou et les arbres, c'est un drame fantastique qui parle à la fois d'un deuil intime, personnel, et d'un deuil collectif, envers une nature en fait qui est en train de changer de manière irréversible. Moi, je vois bien chaque été en descendant dans ma Provence pour voir ma famille que les paysages changent, que les rivières s'assèchent, que la garrigue d'aujourd'hui ressemble plus du tout à la garrigue de mon enfance. Mais étant d'un naturel optimiste et ayant été très influencé par des écrits comme Descola ou Baptiste Morisot, j'ai envie de croire que les choses peuvent encore changer, qu'on peut changer notre rapport au vivant, qu'on peut réaliser notre interdépendance aux autres espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Et Lou, elle y croit aussi. Et même, elle agit dans ce sens. Et donc, grâce au cinéma, grâce
au fantastique. J'essaye de lui donner les armes pour le faire. Comme vous l'avez compris, L'eau et les arbres, c'est un long métrage. Mais ça va d'abord débuter avec un court métrage qu'on va tourner dans 5 semaines. Dans 5 semaines, parce qu'on a appris avec Léo il y a quelques mois qu'on était lauréat d'un dispositif du CNC qui s'appelle Fabrique Action. Ce dispositif, il est super. Il nous permet d'éprouver la mise en scène et d'accompagner le chemin vers le long. Il nous donne des ressources financières, mais également, il nous offre des partenaires d'exception. Cependant, comme vous vous en doutez, on a de plus grandes ambitions. Donc on est à la recherche de nouveaux partenaires, de partenaires professionnels ou non du cinéma. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre cette aventure, cette longue aventure, n'hésitez pas, ça peut commencer tout de suite, enfin au cocktail juste après. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour le timing just on time. On va accueillir à nouveau un duo avec Chloé Ponce-Voiron et Nicolas Vielet qui sont les lauréats du vote du public et du prix CNC Talent au Festival Atmosphère avec leur projet Si ça se peut, pour lequel ils recherchent une production et un ou une autrice graphique. Ah, mais c'est un caca de pigeon que ça. Ah, c'est dégueu! Moi, les pigeons, ça me dégoûte. Ah, c'est plein de maladies! Ah, ça, on les critique, les pigeons. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils pensent de nous? Non, pas nous, Nicolas et Chloé, nous les humains. Ben nous, on sait. Parce qu'on a écrit une série d'animations bouclée en 15 fois 3 minutes pour laquelle nous recherchons des producteurs. Et pour eux, Les pigeons, pas les producteurs. les gros dégoûtants, c'est nous. Imaginez-vous sur les toits de Paris. On vous présente Juju, pigeonne bisée, humano écolo-anxieuse et rebelle. C'est notre héroïne à plumes. Elle nous observe, petits humains agités tout en bas. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Un expert comptable, dépressif, costard-cravate mal rasé, qui jette son mégot, qui frôle le cendrier, qui tombe par terre et qui ne le ramasse pas. Vous réalisez un petit peu? Oui, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ah, mais t'es exactement comme Stan en fait. Stan, Stan, c'est l'un des acolytes de Juju. un vieux pigeon intello-bourgeois qui a un avis sur tout. Un brin réac. Et notre troisième personnage, c'est Nono. Un pigeon ou une pigeonne, Nono n'a pas cherché à choisir, nous non plus. En tout cas, Nono est un personnage naïf et profondément gentil. À chaque début d'épisode, Juju se plaint d'un comportement d'un humain. Et comme à chaque fois, Stan minimise et Nono n'y croit pas. Oui, mais Juju, elle veut leur faire comprendre que tous ces incidents insignifiants peuvent en fait avoir des conséquences dramatiques. Alors, elle leur fait voir. Imaginez ce mégot par terre. Un léger vent d'est vient rallumer la flamme. Au même moment, un agent d'entretien bègue, le ramasse et le dépose dans sa poubelle pleine de feuilles mortes. Et là, la poubelle prend feu instantanément. Mais lui discute avec la vendeuse de ballons étourdie. D'habitude, il fait moins chaud à cette période. Et là, un enfant avec un ballon licorne s'approche un peu trop près. Paf! Son ballon éclate à cause des flammes. Paf, 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 paf. Explosion en cascade de tous les ballons. Pardon. Panique générale! Les passants courent affolés dans les rues. Le GIGN débarque et plaque au sol l'agent d'entretien sous le choc. 15 mitrailleuses se braquent sur l'agent d'entretien. Le président de la République fait une allocution officielle. Nous venons de subir une attaque terroriste russe. Une vidéo de l'agent d'entretien au sol passe en boucle. Le président exulte. Nous sommes en guerre! Dans le monde, toutes les armées sortent les chars. Dans tous les bureaux présidentiels, les gros doigts des dirigeants se posent simultanément sur les gros boutons rouges. Bombe nucléaire. Nuclear bomb. Para bailar la bomba. Pardon? Oui, j'ai fait allemand LV2, désolé. Boum! La Terre explose. Vous croyez que ça se peut pas? Ben si, ça se peut. Ce qu'on veut raconter avec cette série cartoonesque et familiale, c'est qu'avec nos comportements, la Terre est toujours perdante. Selon les épisodes, elle explose, elle flambe, elle fond, elle craque, ou même se fait dévorer par un zombie. Mais notre conviction est que tout est encore possible pour éviter le pire.
Chaque épisode est construit de la même manière et se termine toujours par notre trio à plumes qui tente d'éviter la fin du monde. Par exemple, en éteignant un mégot mal éteint ou en empêchant un petit lézard revanchard de conquérir le monde sur un petit panier à cornichons. Dit comme ça peut être bizarre, mais quand vous verrez ça sur vos écrans, vous verrez, c'est très marrant. Oui, parce que si on gagne ce concours, Alors, les producteurs se jetteront sur notre projet, les diffuseurs se battront pour l'acheter. très très cher, La France entière, non, le monde entier regardera chaque épisode. tous aussi bons et drôles les uns que les autres, Et l'humanité prendra enfin conscience des enjeux de société. et la planète sera sauvée. Si ça se peut. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. On est ravis de savoir que vous avez la solution pour sauver la planète. C'est ce qu'on cherche ici, donc merci. On va maintenant accueillir Charline Le Carpentier, qui est journaliste et scénariste formée à la Cité européenne des scénaristes et à Loup Lumière. Elle questionne l'obsolescence des objets comme celle des liens humains dans son projet Puce. Comme au Puce de Saint-Ouen, elle est ouverte aux productions venues chiner des projets. Bonjour. Puce, c'est un projet de série mystère et comédie qui est situé donc au Puce de Saint-Ouen. On va suivre Emma, qui est une sorte de petit parasite sur cette terre, comme chacun d'entre nous. Son métier à elle, c'est d'être attachée de presse pour une grande société qui vend des smartphones. Et son but dans la vie, c'est de faire marcher l'obsolescence à fond. Donc tous les 6 mois, en fait, elle contacte des journalistes, elle leur propose de nouveaux smartphones à tester pour leurs si précieuses petites critiques. Et chez elle, c'est un peu à l'image de son smartphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul bibelot. C'est uniquement... Il n'y a pas de bibelot, c'est uniquement son smartphone qui contient toute sa vie matérielle, mais aussi sa vie amoureuse, puisqu'elle garde toutes ses relations dans son portable avec une application qui fait qu'elle est obligée de mettre à jour très rapidement les personnes qu'elle aime. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour Emma. Elle a rendez-vous avec un notaire qui lui annonce que son père, qui a disparu pendant son enfance et qu'il a abandonné, lui lègue un stand aux Puces de Saint-Ouen. Donc les Puces de Saint-Ouen, c'est quand même le lieu, c'est la 5e destination touristique en France, mais pas pour Emma, parce que pour elle, c'est vraiment pas son truc, toute cette poussière, tous ces pots de chambre, les vieux tapis, tout ça, non pas trop, elle n'y va jamais. Mais là, elle doit aller voir ce qu'on lui lègue. Et elle découvre donc un stand rempli d'objets technologiques qui viennent du passé, dont elle ne sait même pas quoi faire, ni quels sont leurs usages. Mais à côté d'elle, sur le stand d'à côté, il y a Robin, qui lui est un idéaliste, qui fait même pas de la vente, mais du troc. Donc en fait, il troque des graines et il est persuadé que c'est l'avenir de la nouvelle Startup Nation, en fait. Ce sera le troc de graines et le troc d'objets aussi. Et donc il lui dit, mais passe une journée au Puce de Saint-Ouen, au marché Dauphine, tu vas voir, c'est vraiment génial. Et elle se laisse un peu convaincre par son charme. Elle va découvrir effectivement toute une faune de vendeurs passionnants qui sont assez hautes en couleurs et assez différents du monde très minimaliste dans lequel elle vit. Et elle rentre chez elle le soir, elle se dit bon, c'était bien sympa tout ça, mais je vais revendre ce stand et je vais m'acheter la nouvelle version du smartphone qui doit sortir dans 6 mois. Sauf qu'une annonce nationale est faite. On va, pour des raisons écologiques en France, arrêter toute importation et production de biens technologiques et biens matériels. La France va devoir vivre sur ce qu'elle a déjà produit en fait. Ce qui n'est, quand on va au Puce, si vous y êtes déjà allé, paraît pas si impossible parce qu'on y a le surplus de l'humanité et on voit qu'on laisse beaucoup de choses derrière nous et qu'on peut très bien s'en sortir comme ça. Donc elle se fait virer par l'entreprise américaine qui l'employait parce qu'elle n'a plus aucun but. Et elle va décider de donner sa chance aux Puces de Saint-Ouen et va découvrir qu'en plus son père lui a laissé
lui a laissé sur place un mystère à résoudre à la Rosebud sur son stand. Donc elle va devoir fouiller dans tous ces objets technologiques et trouver le message que son père lui a laissé. Et surtout, elle va devoir affronter, avec la nouvelle économie circulaire qui va se mettre en place, affronter à l'aide des autres personnes, des autres vendeurs, une nouvelle sorte de mafia qui se met en place par les anciens industriels qui veulent récupérer les puces de Saint-Ouen pour en faire leur sel. Voilà, donc elle va devoir se secouer les puces pour lutter contre l'obsolescence, à la fois des liens et des objets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charline. On arrive maintenant à notre dernier pitch déjà. Donc, nous avons cette fois-ci un trio composé de Kevin Onona, qui est auteur-réalisateur, Sydney, qui est scénariste et actrice, et Calvin Winson, acteur, scénariste et humoriste. Ensemble, ils développent depuis 2 ans des projets de comédie et de fiction entre la France et l'Afrique, autour de thématiques comme le couple, la famille, la diaspora. En parallèle, Kevin travaille sur un unitaire de comédie en développement pour M6. Sydney développe un projet avec Canal+ International et Calvin prépare actuellement plusieurs projets de long métrage. Ils viennent aujourd'hui nous présenter leur projet de série Garage à Baby. Bonjour. 1, 2. C'est bon? Donc, Garage à Baby, ça raconte l'histoire de Aïssa et Kenny. C'est un couple parisien qui est né en Afrique et qui vont se lancer dans un énorme projet, ouvrir le plus grand garage éco-responsable d'Afrique de l'Ouest, à Abidjan. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis tout leur argent dans ce projet. Ils ont vidé tous les comptes. Ils sont allés prendre plein de crédits, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et une fois qu'ils vont arriver sur place, ils vont se rendre compte surtout qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Une maison pas finie, un garage sans eau, sans électricité. Bref, la grosse arnaque. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas où dormir et que surtout, Kenny, lui, il a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une demande en mariage foireuse, ce qui fait que derrière, les parents de Aïssa ne veulent pas les accueillir. Donc, ils se retrouvent coincés à Abidjan, sans garage, sans maison, sans argent. Bon, le plus simple, c'est que je vous présente directement le couple. Donc, Aïssa. Aïssa, c'est une jeune femme ivoirienne, brillante, diplômée en gestion des entreprises et surtout très amoureuse. Ce qu'elle veut, c'est créer un business innovant et pérenne et surtout, elle désire un mari fonctionnel et qui trouve des solutions aux problèmes sans en créer d'autres comme elle. Elle avait tout prévu, sauf l'arnaque. Ok, le garage peine à démarrer, les travaux de la maison traînent, voire sont à l'arrêt, mais qu'à cela ne tienne, Aïcha trouve des solutions. Elle crée un business parallèle pour créer une source de revenus rapide en vendant des produits cosmétiques naturels afro qu'elle confectionne dans la cuisine familiale. La personne qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est moi, Kenny, congolais, spécialiste en véhicules hybrides. Je suis un visionnaire, selon moi. Pour moi, je suis MacGyver et pour ma femme, juste Kenny. Mais je suis en avance sur pas mal de choses, même sur la réalité. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que ma femme, c'est ma boussole. C'est pour elle que je veux avancer. C'est pour elle que j'essaie toujours de trouver des solutions. Même si ça me ramène beaucoup de problèmes. Des gros problèmes. Mais ça va, ça va. Comme vous l'aurez compris, Garage à Baby, c'est une comédie populaire et familiale qui repose sur des situations qui mettent en jeu des personnages aux trajectoires personnelles, aux ambitions et aux cultures différentes. Dans un contexte de déboire familial et de débrouille, Aïssa et Kenny sont entourés de personnages tous plus hilarants les uns que les autres. La gouvernante de la maison familiale, Thérèse, qui fouine et qui fait du chantage à toute la famille. Le mécano à la grosse tête. L'ami soi-disant fidèle et de confiance qui se révèle être en fait un trafiquant et un séducteur maudit. Et des guest stars locales ivoiriennes. Le tout sera servi avec une musique fraîche, avec des talents émergents et actuels, de l'afrobeat au coupé décalé en passant par le zouglou. À chaque nouvel épisode, on vous promet des rires, des joies, des peines, beaucoup d'amour et évidemment quelques problèmes à résoudre. On est dans l'énergie de scène de ménage, mais à l'ivoirienne. J'espère que vous avez un peu l'image, parce que nous, on l'a, donc comme ça, on est tous au même niveau. Voilà. Et
derrière la comédie, c'est un message important, la durée de vie des voitures en Afrique. Et ce que je dis toujours, c'est qu'en couple, créer une entreprise, c'est une aventure écologique en fait. On recycle beaucoup de problèmes. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. C'est fini pour la session de pitch de scénario, mais je vais inviter Marie-Lou Signolet à me rejoindre sur scène pour parler d'une autre session de pitch qui se prépare. Oui, bonjour. Je fais partie des programmatrices du Festival Atmosphère. La prochaine édition, la 16e, ce sera en octobre. Si vous êtes scénariste ou que vous avez une idée de long métrage, série, animation ou fiction sonore, l'appel à projet ouvre le 15 avril. Le jury sera présidé par Karine Tardieu. Si vous avez réalisé un court-métrage sur le thème de la vie rêvée, vous pourrez participer à partir du 22 avril. C'est des concours gratuits. Ce jury sera présidé par Alain Gomis, réalisateur que vous pourrez rencontrer le 14 avril au Forum des images. On fera une rétrospective des 12 films primés au cours des 10 dernières années sur le thème de la vie rêvée. La vie rêvée, ce n'est pas un idéal inatteignable, c'est plutôt une façon d'envisager le rêve comme moteur de la réalité. Voilà, c'est une définition des nouveaux récits. Je vous remercie. Merci beaucoup Agathe. Et merci à tous les partenaires qui accompagnent les talents toute l'année. Merci. Merci beaucoup Marie-Lou, surtout parce que c'est grâce au Festival Atmosphère qu'on avait autant de si beaux projets à vous présenter aujourd'hui, parce que beaucoup viennent de la sélection aussi qui est faite au Festival Atmosphère. Donc merci beaucoup pour cet accompagnement que vous nous apportez. Donc maintenant, on a entendu les histoires que les scénaristes ont dans leur tête. Là, maintenant, ce qu'on a envie d'attendre, c'est aussi qu'est-ce que les diffuseurs, producteurs recherchent. Parce qu'il faut les amener quelque part, ces projets. Donc maintenant, je voudrais entendre, s'il vous plaît, Vanessa Jean de Daidai Film, studio TF1, qui va venir nous parler de comment, dans ses productions, elle cherche à intégrer ces questions-là et quel type de projet elle va chercher aujourd'hui. Allô, 1, 2, vous m'entendez? Ouais? Ok. Bonjour, merci déjà d'être là, de m'avoir proposé de venir et de faire ça. Je trouve ça hyper intéressant pour une fois de voir le pitch dans l'autre sens, de nous dire comment on en vient à produire et pourquoi. Moi, j'ai eu une carrière, j'ai commencé comme assistante de réalisation. D'ailleurs, j'ai une de mes assistantes qui est là. Je ne savais pas, mais voilà. Je fais des films américains. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'à rejoindre un grand producteur et faire des films spectaculaires avec Alain Goldman comme La French, La folle histoire de Max et Léon. Bref, produire des films qui sont très forts, chers. Et puis, il y a un moment, en fait, on se pose la question de pourquoi on fait les choses. Et cette question, elle est venue avec un film que j'ai coproduit avec Alain Goldman et avec Robert Redford qui s'appelle Nevada, qui a été réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre, qui a eu la chance d'être en lab à Sundance. Donc, on a beaucoup pu réfléchir sur le scénario, qui est un film qui raconte la réinsertion carcérale avec l'éducation des chevaux sauvages. Et quand on voit l'impact qu'a eu le film sur les Mustangs et comment ils sont traités, qu'a eu l'impact sur les programmes des prisonniers aux États-Unis, on se dit que le cinéma, c'est pas que du divertissement, ça peut être plus. C'est qu'un ticket peut apporter quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui me donne envie de faire des films. Un film, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de gens qui sont mobilisés. Donc on a envie que ça touche, mais on a envie aussi qu'il y ait des gens qui les voient et qui soient touchés par le film. Donc un jour, les choses ont vraiment basculé, pas mon métier, mais mon regard. Et en fait, c'est arrivé avec la naissance de mon fils. Je suis désolée, je parle de choses assez personnelles, mais on m'a dit qu'on devait raconter des choses un peu personnelles. Et en fait, j'ai eu une grossesse tardive, 14 ans d'écart entre les deux enfants. J'étais en production de mon premier film qui est Adieu Monsieur Hoffman avec Philippe Rousselet, qui était un film très important, qui est un film qui a du sens. Mais je me suis retrouvée très enceinte et je me suis posé plein de questions. Parce qu'en fait, tout d'un coup, j'ai eu du temps pour me les poser. On s'est retrouvés confinés pendant 3 mois alors qu'on était en plein tournage. Donc je me suis posé plein de questions sur comment on faisait pour produire des films. Est-ce que ce film un jour allait voir le jour?
comment on allait revenir sur le plateau. Puis moi, je suis revenue sur le plateau enceinte de 8 mois alors que personne n'était au courant. Je vous dis pas la gueule de Gilles Lelouch, par exemple. J'étais vraiment très, très enceinte. Et puis ce film, c'est fini. Et je me suis dit, est-ce qu'il va toucher les gens? Pourquoi on fait des films? J'ai accouché. Et là, à partir de là, vraiment, je me suis dit, en fait, il faut faire les choses différemment. Il faut produire. Comment dire, pas en se disant ça va marcher ou ça va pas marcher, mais est-ce que je vais toucher le public et quel public je veux toucher avec ça? C'est clair ce que je dis, ça va? Ouais. Pardon, je me raccroche à mon texte. Voilà, c'est-à-dire, en fait, on se demande, est-ce que le film va être utile? Ce qui a changé dans ma façon de recevoir les projets et de les lire, c'est quand je lis un projet maintenant, je me demande, est-ce qu'il va être utile? Est-ce qu'il va apporter quelque chose aux gens? Est-ce que ça va être un sujet de conversation sociétale? Alors là, vous allez me dire, mais il y a les téléfilms pour ça. Mais un film de cinéma, normalement, il est censé être un écrin différent, et puis il va être aussi à la télévision, donc il est censé toucher encore plus de gens. Donc il peut être un peu plus cher, mais s'il est un peu plus cher, c'est qu'il doit faire rentrer plus de gens dans les salles, et ça, c'est économiquement obligatoire. Sinon, le cinéma va mourir, et on ne pourra plus raconter d'histoire. Donc il faut qu'on trouve des sujets qui puissent toucher des gens, mais qui soient frais et différents. Des histoires qu'on n'a encore jamais vues. Enfin, là, il y a un producteur que j'adore qui est ici, donc je suis hyper émue d'être là, qui s'appelle Harry Torgman, qui a fait un film de genre qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Vermine. Et donc c'est un film de genre, mais qui peut toucher tout le monde et qui raconte la vermine, c'est-à-dire la banlieue, et comment on l'inclut dans notre société. Et ça a créé du débat, ça a créé du discours, et ça a fait des entrées en plus, donc c'est exactement un exemple de film de belle production. Et pour le coup, Harry, c'est son premier film en tant que producteur délégué. Il a attendu très longtemps pour le faire et je pense que c'est pour toutes ces raisons. Voilà. Pardon, je suis sortie de mon texte. Donc voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le cinéma est un outil, enfin en ce qui me concerne, je pense, un outil de perception massive. C'est ce qui façonne ce qu'on trouve normal, ce qu'on admire, ce qu'on tolère et parfois ce qu'on refuse aussi. Donc par exemple, j'ai parlé de Vermine, mais il y a Erina Brokovich, par exemple, Les algues vertes, qui n'est pas qu'une adaptation, mais qui a ouvert la société. Il y a Le règne animal, moi, que je trouve génial. Enfin, voilà, ça pose plein de questions, ça a marché, ça a fait des entrées. En plus, c'est différent au niveau du visuel de ce que ça a fait. On pourrait aussi citer Intouchable, qui a quand même fait 22 millions et qui a changé le regard sur le handicap sans être didactique. Je cite aucun de mes films, hein. Et on peut citer aussi, pour citer un peu des trucs américains, il y a Don't Look Up, qui est une satire, où là, récemment, une bataille après l'autre. Donc voilà, moi, c'est ce genre de projet que j'ai envie de produire et c'est ça que j'ai envie qu'on me pitch. Des choses qui peuvent changer la société. Mais bon, il y a Bonne Pioche aussi qui cherche la même chose. Enfin, on est nombreux, hein, comme ça, je ne suis pas en train de... Bon, voilà. Donc je ne cherche pas juste une bonne histoire, je cherche 3 choses. Donc une nécessité, pourquoi ce film doit exister maintenant et pas à un autre moment. Une émotion accessible, parce que toucher, il faut rassembler. Un impact réel, qu'est-ce qui reste après? Donc qu'est-ce qui reste après? Ça veut dire quand on sort de la salle de cinéma, ça veut dire quand une semaine après on a vu le film, et on s'en rappelle, un mois après, un an. Moi il y a des films, un an plus tard, voire même 10 ans plus tard, je me rappelle encore les avoir vus, ils m'ont touché, ils m'ont fait changer mon regard sur les choses. Moi aujourd'hui c'est vraiment d'une manière plus sociétale, surtout dans le contexte actuel. J'entends, ça chante. Je me finis. Pardon. Alors, c'est presque fini. Alors donc, en fait, oui, parce qu'un ticket de cinéma, c'est beaucoup d'argent, c'est du temps, c'est 2 heures de la vie de quelqu'un, c'est 2 heures de sa vie. Pour qu'il ait envie de nous donner ces 2 heures, il faut pouvoir toucher. Et si ce billet est acheté par 1 million de personnes, ça veut dire qu'on peut toucher 1 million de cerveaux. Et le cinéma devient hautement politique, pas au sens partisan, mais au sens profond, encore plus aujourd'hui, je pense, et il faut se battre pour ça, parce que c'est un peu le seul endroit où on se retrouve tous, sans téléphone portable normalement, à avoir l'esprit libre pendant 1h30, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Oui, c'est parfait. C'est parfait, je pense que le message est bien passé et j'espère que tes prochains films seront les références que les prochains producteurs citeront ici. Et c'est marrant parce que c'est un déclic, souvent la maternité ou la paternité est très souvent un déclic pour le changement. Moi, ça a été avant, mais c'est très souvent un déclic qu'on entend. Donc maintenant, on va passer à la 2e session de pitch, de reverse pitch, pardon. Nous avons donc Aurélie Guénaud de Netflix qui va nous rejoindre sur scène pour nous partager sa vision.
je m'appelle Aurélie Guénaud, donc je travaille chez Netflix dans l'équipe série fiction. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Netflix et plus particulièrement donc de mon équipe, l'équipe série, et la manière dont on pense les projets et la manière dont on appréhende les questions sur comment intégrer des thématiques écologiques à l'intérieur de nos séries. Donc pour parler de Netflix, un peu le grand chapeau qu'est Netflix, revenir à la base de ce qu'on fait, on a une phrase très simple qui résume très bien ce qu'on fait: on divertit le monde. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, nous ce qu'on recherche, c'est des histoires qui vont vraiment faire vibrer notre audience, susciter la conversation, émouvoir les gens, impacter les gens. Et notre audience est complètement au cœur du réacteur et de la manière dont on pense tous les projets. Parce que nous, cette audience, on a à cœur qu'elle se retrouve dans les séries et dans les films qu'on fait chez Netflix. Donc en fait, selon l'humeur et le goût du jour d'un de nos membres, évidemment, on va lui proposer des choses assez différentes et des choses dans lesquelles, on espère, il va se reconnaître, s'identifier avec des personnages. Donc, quand on dit s'identifier avec les personnages, nous, pour vous raconter un peu, du coup, à l'intérieur de l'équipe série France, comment on pense, on va jamais partir, nous, en fait, d'une thématique sociétale on va jamais partir d'une thématique pour briefer un producteur, un auteur, un créateur pour faire une série. On va plutôt, nous, partir toujours du personnage. Parce que nous, notre objectif et notre mission au quotidien, c'est d'accompagner les talents et de porter des voix. Mais ensuite, c'est à eux voilà, de raconter des histoires à travers des personnages, à travers des parcours personnels de personnages, des trajectoires fortes, émotionnellement parlant. Et c'est ça qui va être ensuite le moteur de notre série. Donc moi, j'aime bien citer un exemple qui est l'exemple un peu facile, mais Erin Brockovich, ce parcours de femme qui est une mère avant tout, une mère qui est en galère et qui, très naturellement, dans son parcours, va rencontrer voilà, une thématique, un sujet qui va faire ensuite écho, voilà, qui va faire ricocher dans sa vie à elle et son parcours personnel à elle. Dans cette même logique, donc de toujours partir d'un personnage et de raconter à travers son cheminement des thèmes plus grands, plus forts, on a aussi, nous, dans notre slate français, on a fait une série qui s'appelle En place, avec Jean-Pascal Zadi. Et Jean-Pascal Zadi, ce qui était marrant, c'est que son personnage faisait une campagne électorale où son slogan, c'était mangez bien, payez rien. Donc dans son idée et dans son parcours de personnage, il avait à cœur de rendre le bio accessible à tous. Donc voilà, c'est aussi un exemple pour vous montrer comment on va penser les projets, toujours en partant du personnage. Et en parlant d'En place, justement, En place, c'est un bon exemple pour nous de ce qu'on cherche, dans le sens où on a une appétence particulière pour la comédie. Chez Netflix, on fait de tout, on n'a pas de ligne éditoriale trop définie. En tout cas, elle change et elle évolue à travers le temps. Mais c'est vrai, donc on accepte et on est ouvert à toute proposition de genre et de format, mais c'est vrai qu'on a un regard très particulier pour la comédie, qui est pour nous un terrain de jeu un peu hyper chouette, c'est un vecteur exceptionnel pour faire passer des émotions avec un ton plus léger, plus fun, plus détendu. Et on se dit que nous, c'est à cet endroit qu'on veut mettre notre attention, parce que pour nous, on a déjà un peu vu des récits plus moralisateurs, plus anxiogènes. Et voilà, la comédie permet en tout cas d'apporter un regard un peu neuf, un peu plus frais, un peu plus léger sur toutes ces thématiques. Donc c'est vraiment un endroit important pour nous. Et ensuite, pour vous parler un peu de la manière dont on travaille ensuite à l'intérieur d'un projet, dans le développement d'un projet, en fait, nous, on a beaucoup de chance, on a un réseau d'experts qui va vraiment accompagner les créateurs et nous accompagner, nous, sur un fact-checking hyper rigoureux pour être le plus juste et le plus ancré et le plus cohérent sur tout ce qu'on raconte à l'intérieur de nos histoires.
On a ça et ensuite, évidemment, à la mise en production d'un projet, les équipes production qui en parleront bien mieux que moi, si vous les croisez au cocktail, font tous les efforts du monde pour repenser, se challenger, se renouveler au quotidien pour penser production plus verte. Donc voilà. Donc j'arrive juste à temps parce que voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais si je devais résumer en un mot, c'est vraiment donc nous une priorité sur la trajectoire d'un personnage dans un univers dans lequel on va venir ancrer très naturellement et très organiquement des thématiques écologiques et sociétales. On a un regard, voilà, on porte une attention plus particulière sur la comédie ou des récits de personnages plus poignants et universels. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Aurélie. C'est tout à fait aligné avec ce qu'on essaye de promouvoir avec Film for Change, qui est effectivement de sortir des dystopies et essayer de proposer des futurs qui soient un peu plus souhaitables et désirables et mettre les gens en action pour montrer le futur peut être chouette. On va passer à notre dernier River Speech avec Alix Lebras de chez Canal+. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Vous êtes hyper nombreux, c'est assez impressionnant, ça intéresse beaucoup comme thématique, donc c'est cool. Merci à mes collègues qui ont vachement bien parlé de trucs super perso aussi. Et ça m'a fait penser, Vanessa, à ce que tu as dit, que moi j'ai regardé, je me souviens très bien, de Handmaid's Tale enceinte comme ça. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la série. Enceinte. Voilà. Exactement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu la série, mais enceinte, c'est une petite expérience de regarder ce genre de choses. Mais tout ça pour dire que pour moi, la télé est un peu comme le cinéma. Ça accompagne les gens au quotidien. C'est des doudous, c'est des choses qu'on regarde pour se rassurer, c'est des choses qu'on regarde pour s'inspirer. Et ça a un énorme pouvoir transformatif, je pense. Et c'est pourquoi je pense que c'est super important d'inclure toutes les thématiques dont on vient de parler à l'intérieur des contenus qu'on produit et qu'on diffuse. Nous, dans le groupe Canal, depuis quelques années maintenant, on a vraiment intégré ces problématiques vraiment très en amont, c'est-à-dire au moment de la lecture des scripts et au moment des greenlights, où on fait une analyse super poussée sur un certain nombre d'éléments. Le plus important pour moi, mais parce que je suis une femme, mais je pense qu'il parle à beaucoup, c'est le test de Bechdel, qui est devenu un élément clé dans le greenlight de nos contenus, qu'on regarde avec attention. Je ne dis pas que tous les contenus qui sont diffusés sur la chaîne ou financés par la chaîne ou financés par le groupe le passent, mais en tout cas, on fait l'évaluation sur tous les contenus qu'on greenlight. Donc ça nous permet au moins de regarder et de pouvoir faire une espèce de courbe d'amélioration, je l'espère, au cours des années. En tout cas, j'espère que je pourrai vous raconter ça dans quelques temps. Mais ça permet aussi de changer les mentalités des gens qui lisent les scripts. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je ne citerai pas le nom du film, tout ça, mais un film est arrivé en financement chez Canal. Il y avait un personnage féminin dans le film. C'était un film de mec, c'était un film d'action, il y avait beaucoup de boum-boum. Il y avait une nana, elle n'avait pas de prénom et elle était la femme d'eux. Ça gênait pas le mec qui pitchait. Ça le gênait pas. Il voyait pas le problème. Et je me souviens très bien que à cette époque-là, je travaillais étroitement avec le président du groupe Canal, Maxime Sada, qui a immédiatement tiqué et qui a dit qu'il y avait un problème en fait. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas entré chez tout le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir des indicateurs. C'est pour ça que le test de Bechdel il est super important. C'est pour ça qu'il y a d'autres indicateurs qu'on met en place sur l'empreinte carbone, l'impact vert, tout ça qui sont super importants et qu'on suit vraiment dans tous les contenus qu'on finance au fur et à mesure. Je ne vais pas vous faire une liste de courses de ce qu'on cherche et ce qu'on attend comme pitch, ce qu'on attend de recevoir d'auteurs ou de scénaristes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on attend de pouvoir raconter des histoires qui vont changer quelque chose, qui vont peut-être allumer une petite lumière chez quelqu'un, chez plusieurs personnes, on espère. On réfléchit aussi à parfois, c'est des petites choses dans les scénarios sur... là, par exemple, il y a une course-poursuite de voitures. Est-ce qu'elles peuvent peut-être être électriques ?
Mais oui, bien sûr, on peut faire une course-poursuite en voiture électrique. Ou est-ce que au lieu d'avoir de la viande dans les assiettes des gens qui mangent à table, on peut peut-être avoir des protéines végétales? Tout ça pour dire que ça passe aussi par des petites choses de ce qu'on montre dans les contenus qui permettent d'instiller du changement dans ceux qui les regardent et le fait que c'est possible de faire autrement. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans le groupe, à la fois sur les contenus qu'on produit et distribue en France et à l'international, parce qu'on produit maintenant pas mal de séries en langue anglaise, et c'est une thématique qui est ultra importante pour nous aussi dans les contenus qu'on produit à l'international. Donc voilà, je pense que j'ai fini un peu en avance, mais j'ai fait l'overview. Merci à tous en tout cas d'être aussi nombreux. C'est parfait. Merci beaucoup Alix et merci beaucoup à toutes les trois parce que c'est pas un exercice fréquent et c'est vraiment très précieux de pouvoir vous entendre sur ces questions-là parce que c'est important que tous les maillons de la chaîne se coordonnent et se comprennent sur ces sujets-là. Donc merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. Après, on va vous laisser réfléchir au projet que vous avez préféré. On annoncera le favori du jury pendant le cocktail. Normalement, vous avez dû vous inscrire et avoir un petit bracelet bleu pour venir. Voilà, donc merci beaucoup à tous d'avoir été là pour cette journée Film for Change. On a ensuite, après le cocktail, la projection de The Plastic Detox organisée avec Netflix. C'est complet, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez peut-être attendre de voir s'il reste des places. Mais voilà, on a sold out pour ce soir. Et voilà, encore un grand merci à nos partenaires qui ont permis cette journée, Netflix, Canal+, Cut, Ecoprod, l'ADEME et le Festival Atmosphère. Voilà. Merci beaucoup à tous.